Eh bien, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette perfection, eh bien, selon moi, c'est l'extase facile. Alors évidemment, pour atteindre cet état d'extase facile, de bonheur suprême, d'amour absolu, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, le nirvana, l'état de nirvana dont parle le Bouddha, l'ataraxie, bref, cet état de contemplation et de bonheur, une sensation de plénitude absolue et de fusion avec le principe créateur, avec l'ensemble de la création, avec Dieu, comme en parle Spinoza. C'est-à-dire Dieu, c'est la nature, c'est le tout. Donc c'est une fusion avec ce tout, et donc avec le divin. Et donc, si c'est une fusion avec le divin, c'est devenir divin soi-même dans cet état-là. Puisque la fusion nous fait coller avec l'essence du divin, et donc nous devenons l'incarnation du divin. Voilà, et donc c'est ce vers quoi l'humanité tend. C'est mon analyse, c'est ma théorie. Vous la retrouvez sur le site mécaniqueuniverselle.net, il y a toujours un lien en dessous des vidéos si vous voulez aller en comprendre la genèse et puis la logique, parce que c'est une réflexion qui est basée sur la logique. Nous étions à un point A lorsque nous étions des primates naturels, nous sommes à un point B, et si on continue l'évolution, tout ce que nous faisons évoluer dans le prolongement, dans le futur, eh bien, on atteint à un certain moment, peut-être dans 2, 3, 4, 5, 10 siècles, peu importe, l'humanité, elle a le temps. On atteint ce point qui est une sorte d'accession au paradis. Voilà, on aura finalisé, on aura fait de cette planète le paradis pour l'humanité et pour l'ensemble du vivant, en somme. Voilà, parce que c'est une harmonie, évidemment. Donc, on serait dans cet état-là. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie souvent sur des audios que je rencontre. La plupart du temps, je les pioche sur France Culture, l'émission qui s'appelle Avec Philosophie, et qui est consacrée là, c'était une série qui était consacrée à la table des négociations. Épisode 4, le négotium et l'otium. Que faire de son temps? Alors, c'est en somme l'action constructrice, l'action dans le monde, et puis le fait d'être retiré, ça c'est le négotium, et puis le fait d'être retiré, l'otium, c'est la contemplation, ce serait la contemplation. Voilà. Donc, on a vu le Moyen-Âge, la partie du Moyen-Âge, là, on est sur la Renaissance. Et donc, c'est la dernière vidéo, je pense, et qui est consacrée à Cicéron et à Pétrarque. Voilà. Et donc, je relance la vidéo, et puis, éventuellement, je commente. Voilà comment ça se passe. Allons-y. Et de retrait, mais ce n'est pas seulement pour contempler la nature, Dieu, mais c'est pour faire, écrire. Donc c'est un lieu de créativité. C'est ça qu'à mon avis distingue, disons, d'avant. Jean-Louis Fournet, je vous écoute. Si je peux me permettre, vous avez un écho de cela qui est très fort dans ce qu'on appelle, de façon un peu discutable d'ailleurs, la pensée utopique au XVIe siècle. Si vous prenez par exemple un cas comme celui de La Cité du Soleil de Tommaso Campanella,
vous avez un passage du texte qui est très intéressant parce que c'est le seul passage du texte où en fait il parle avec le je. C'est un peu il abandonne le narrateur et il dit moi je. Et il parle de Naples. Oui. Et il dit le problème de Naples, c'est que dans cette ville, vous avez 3/4 de la population qui est dans l'oisiveté. Qui est dans l'oisiveté, et donc il dénonce ce qu'on pourrait appeler une oisiveté parasitaire. Mais en même temps, lui, quand il présente sa cité, il donne une place à un otium. Oui. Un otium qui n'est pas justement cette oisiveté de parasite, mais qui est un otium qui peut permettre à la fois l'enseignement et le jeu comme partie prenante de ce qui va vous préparer à un bon négocium, que ce soit celui du travail ou celui des armes ou celui de la politique. Donc vous avez très clairement une sorte de distinction qui est en fait le fruit de cette négociation qu'on évoquait tout à l'heure, continue entre le négocium et l'osium. C'est-à-dire que cette négociation entre le négocium et l'osium conduit en fait à distinguer, enfin une sorte de typologie de différents types d'osium et de différents types de négocium. Et ça, c'est ce qui va être produit effectivement par le 15e et le 16e siècle de façon extrêmement significative, mais qui dans une certaine mesure est déjà présente dans la citation qu'on a évoquée tout à l'heure de Cicéron. C'est ça qui me semble très intéressant, que ce n'est pas une reprise de Cicéron, c'est une revisitation de Cicéron à la lumière de ce qui s'est passé dans tout ce moment qui, désordre mendiant, à une période de guerre continue, qui est le négocium obligé, le négocium contraint. La guerre, c'est le négocium contraint. Or, il ne faut jamais oublier qu'au XVIe siècle, les gens vivent dans la guerre. Et c'est de là que naît la pensée machiavélienne. Et c'est cela qui interdit un repli complet sur l'osium, mais pas une prise en compte d'un osium digne, qui peut servir. Alors, on voit que au niveau des fluctuations de l'évolution humaine, eh bien, on passe par des moments de guerre, par des moments de paix, par des moments un peu plus paisibles, on va dire. Évidemment, la guerre, je pense pas que, en dehors peut-être des premiers hommes, et on ne sait pas encore vraiment, mais qu'il y ait eu sur cette planète des moments de paix totale. Mais, eh bien, on pourrait dire qu'on se retrouve d'une certaine façon dans les mêmes conditions que cette renaissance un peu violente où il y a des tensions. Alors, ça se passait entre les cités en Italie, par exemple, et puis entre l'Italie et peut-être ses concurrents, mais maintenant, ça se passe au niveau universel. On est passé sur une autre dimension, la dimension universelle. Et ben, on se retrouve avec les mêmes, un moment de tension qui n'a rien à voir avec ce que nous avons connu peut-être dans les 30 Glorieuses, bien que il y a eu la baie des cochons, il y a eu des moments un petit peu paroxystiques. Il faudrait savoir combien de temps ils ont duré. Mais là, on peut dire que depuis 40 ans, le climat est plutôt à la tension, à la violence, à la souffrance des peuples. On arrive à Machiavel. À une confrontation avec le conflit. Je souhaitais qu'on arrive là à un moment, mais je me disais qu'on ne comprendrait pas bien les enjeux si on n'avait pas déplié tout cela. Et merci de l'avoir fait aux trois invités ici. Machiavel accuse-t-il finalement le christianisme d'être un des responsables de ce qu'il y a de la paresse oiseuse qui finalement mine l'esprit civique? Est-ce que finalement il ne bouscule pas tout en retournant les flèches contre le christianisme? Alors, oui, il y a un passage très clair des discours là-dessus qui est important, mais il en veut plus à l'Église qu'au christianisme. Il en veut plus à l'Église comme institution, à la papauté en fait, qu'au christianisme. Parce qu'il pense aussi, il a une forme de respect pour d'autres formes de christianisme, et notamment pour ce qu'il appelle la religion civique. C'est-à-dire que la religion peut
étymologiquement être un lien de la communauté, et bien un lien nécessaire. À supposer que ce soit une dimension, la dimension la plus forte du christianisme. On peut aussi dire que Augustin a fait 22 livres de la cité de Dieu et il parle quand même moins, reconnaissons-le, un peu moins de la cité des hommes que de la cité de Dieu. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, le christianisme, si on se base sur le Christ, les valeurs n'ont rien à voir avec les valeurs qu'a brassé Machiavel. Il me semble, hein, au moins dans ce qu'on retient de Machiavel. Et le christianisme, c'est vraiment autre chose. C'est une rupture avec l'ordre établi. Et ça, d'ailleurs, il y a la vidéo qui précédera, sur laquelle je vais travailler. C'est toujours une vidéo avec philosophie, c'est sur Derrida. J'ai écouté quelques bribes cette nuit, et je pense que c'est très important de réfléchir sur la déconstruction. Voilà. Et je pense que c'était le cas du Christ, justement, d'être dans un système un peu de déconstruction, d'amener quelque chose de nouveau à une spiritualité qui était bloquée aussi par le fait d'être envahi, et de pas d'être envahi par les Romains, hein, bien sûr. Oui, mais en même temps, quand le roi de France, Charles V, à la fin du XIVe siècle, décide que la langue française n'est pas suffisamment forte pour parler de politique, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait traduire Saint-Augustin. Oui, c'est très intéressant. Il fait traduire Saint-Augustin pour donner à la langue française des centaines de néologismes dont des dizaines demeurent encore aujourd'hui. Mais c'est un politique qui le fait, c'est pas un religieux. Bien sûr. Donc, mais tout ça fait que, là aussi, vous avez, comme chez Machiavel, une pensée du lien entre religion et politique. Faut pas oublier quand même que Machiavel, il écoutait Savonarola. Il aimait pas beaucoup Savonarola, mais il l'a écouté. Il a fait partie de ces personnes qui ont, dans une certaine mesure, acquis une forme de culture politique qui devait nécessairement se frotter de religion, et qui devait se poser le problème de savoir ce que fait la religion avec la politique. Et donc finalement, pour Machiavel, qu'est-ce qui est l'otium, c'est-à-dire la vie contemplative, bonne? Qu'est-ce qui est le negotium bon? Alors l'activité civique, ça, je pense que c'est évident. C'est celui qui ressource complètement la valeur romaine de l'action politique, etc. Quid des marchands, de ceux qui font marcher la production, des richesses? Donc j'ai deux questions sur Machiavel. Qu'est-ce qu'il pense des intellos qui passent leur temps à réfléchir et à agir peu? Il était dans un moment où le négoce, c'était quelque chose de fondamental. La Renaissance italienne, ça carburait à tous les niveaux, mais au niveau de la création, de tout, quoi, hein, de l'art, voilà. Et qu'est-ce qu'il pense de cette partie de la vita activa des marchands, des commerçants, des producteurs, qui ne sont pas toute la journée dans l'activité civique? Alors, pour répondre à la deuxième question, on peut aller assez vite. Il n'y a pas une pensée économique profonde chez Machiavel, mais il y a une reconnaissance, évidemment, de l'importance de l'argent. Même si, à chaque fois, il se méfie, il a une méfiance par rapport à l'argent, et notamment par le fait qu'on utilise l'argent pour remplacer d'autres choses. C'est plutôt le pouvoir. C'est comme ça qu'il faut interpréter la fameuse phrase sur « l'argent n'est pas le nerf de la guerre ». Ça ne veut pas dire du tout qu'on n'a pas besoin d'argent pour faire la guerre. Ça veut dire simplement que l'argent ne peut pas se substituer à d'autres composantes de l'art militaire et de la guerre. Pour répondre à la deuxième question. Pour répondre à la première, c'est assez simple, c'est-à-dire que Machiavel considère que pour ce qui le concerne lui, il n'y a pas d'otium qui soit bon. L'otium, dans la fameuse lettre du 10 décembre 1513, que certains ont dit être la lettre la plus célèbre de la littérature italienne, il termine par quoi? Il termine en disant
qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour revenir aux affaires. Donc même quand il écrit, il le regrette. Il préférerait être aux affaires que d'avoir à écrire des textes pour évidemment. Et c'est ce qui explique sa correspondance avec Francesco Vettori. Francesco Vettori, c'est quelqu'un qui ne croit plus, dans ce moment de crise, à la possibilité de la raison. Est-ce que dit Machiavel pendant toutes ses lettres entre 1513 et 1515, c'est mais non, nous avons une capacité de raisonnement politique, nous avons une capacité d'influence. Et moi, je vais vous le montrer en rétablissant une rationalité politique, et c'est ce rétablissement de la rationalité politique qui me servira de viatique pour revenir aux affaires. Donc dites-le à ceux qui vous gouvernent, dites-le à ceux auprès desquels vous êtes ambassadeur, Machiavel est disponible pour travailler aux affaires. Mais alors, il est cicéronien, comme dans le texte que nous avons lu, c'est le plus cicéronien de tous, Machiavel. Sophie van der Meren, il regrette d'être réduit par la mauvaise fortune, disons-le presque dans ces mots, dans le domaine politique, d'être désormais réduit à écrire. C'est exactement ce que disait Cicéron dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Oui, en partie. Oui, même si pour Cicéron, cet otium reste un travail. Et dans, je dirais, cette négociation entre otium et negotium, on voit, je dirais, une resémantisation par Cicéron de ses œuvres philosophiques comme étant un travail. Il dit « j'y travaille, laboro ». Et ça, c'est extrêmement important. Donc, cet otium reste une activité valorisée. Une activité valorisée. Oui, une activité valorisée. Alors que vous disiez, Jean-Louis Fournel, que malgré l'effort qu'il y a mis quand même, c'est magnifique le travail de la pensée de Machiavel, ça n'était pas le plus valorisé ni valorisant pour lui. Attention, je n'ai pas exactement dit ça. J'ai dit que pour lui, l'écriture et la pensée permettaient de revenir au négocium et que le texte est un texte d'intervention. Le texte doit servir. On pense pour agir, on ne pense pas pour penser. Bon, on va arrêter là. C'est la fin de cette vidéo. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre des pouces si vous pensez cela nécessaire, de vous abonner, c'est gratuit bien entendu, de laisser des commentaires, d'établir des liens avec d'autres sites ou d'envoyer le lien à vos amis. Et puis de visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.